long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous. Tout d'abord, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis rejoint par Shai Mamou. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas Antoine avec nous pour le podcast aujourd'hui. Ceci dit, ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle en fonction de vos préférences. Vous pouvez être dégoûté de m'entendre à nouveau, donc ça, je le comprendrai, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous le dire d'ailleurs dans les podcasts, dans les commentaires, je veux dire, s'il y en a dont vous en avez marre, d'autres que vous voulez entendre plus souvent, il n'y a pas de souci, on fera ça sans ego, on regardera ça sans ego. Voilà, actualité un petit peu morne en ce moment, normal, c'est un peu la période creuse, mais il y a quand même toujours des sujets intéressants à creuser un petit peu quand on est fan de basket, et puis particulièrement en NBA où il y a de l'actualité quand même en permanence 24 sur 24, 7 jours sur 7. Avec Shai, on avait envie de revenir un petit peu sur Zion Williamson qui fait parler de lui à nouveau pour des raisons extra sportives, un petit peu scabreuses, un petit peu galère pour tout le monde, mais malgré tout qu'on va essayer de mentionner rapidement. Mais au-delà de ça, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt Zion Williamson, le basketteur, celui qui brille sur les parquets quand il est sur les parquets, mais celui qui malheureusement n'est pas souvent sur les parquets. Voilà, on a eu envie de faire un petit peu un petit état des lieux, en gros, de la carrière de Zion Williamson, où il en est aujourd'hui, ce qu'on peut attendre de lui. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. Shai, une chose sur Zion, c'est un peu l'illustration de à quelle vitesse vont les choses en NBA. C'était le grand talent générationnel avec une hype monstrueuse au moment de sa draft. On disait, il n'y a jamais eu une telle hype depuis LeBron James. 4 ans plus tard, il a été supplanté là-dessus, en tout cas par Victor Wembanyama, qui n'a pas encore joué son premier match officiel, mais presque limite, quand on parlait de hype, on en oubliait un petit peu tout le buzz qu'avait su générer Zion. Je ne sais pas par quel bout tu veux prendre le problème, l'énigme, le cas Zion Williamson, mais toi, finalement, quand tu vois dans ton téléphone une alerte qui te mentionne le nom de Zion, à quoi est-ce que tu penses maintenant le plus souvent, quoi? T'as raison sur le côté talent générationnel, talent ultra médiatisé. Je pense à ça parce que moi j'étais hyper hypé par Zion. J'avais regardé les matchs de lycée qui étaient diffusés, celui où il affrontait l'équipe de la Melo Ball. Enfin, on relayait toutes les vidéos qu'il y avait où il sortait des actions incroyables en match, où il jouait contre des gamins qui qui étaient 2 fois plus petits que lui. Enfin, c'est voilà, talent monstrueux même à la fac et t'as raison, c'est un peu le dernier américain qui a été aussi hypé que ça. Moi j'y pensais à ça parce que j'ai écrit un article sur Cooper Flag cette semaine qui est le prochain un peu américain avec la hype vu que là c'est une ligue très internationalisée. Le dernier en date c'était effectivement Zion et quand je pense à lui je pense à alors, j'allais dire un talent gâché, on n'en est pas encore là et on a vu quelques exemples fort heureusement de joueurs qui avaient eu du mal dans leur début de carrière, mais j'ai ce sentiment de frustration de pas pouvoir le voir jouer parce que les fois où on l'a vu jouer, malheureusement ça n'a pas été assez souvent parce que depuis le début de sa carrière, il a manqué 194 matchs. C'est énorme, hein. Il a manqué plus de matchs qu'il a pu en jouer, mais à chaque fois qu'il a pu jouer sur une période, alors même courte au début, hein, sa première saison, quand il est arrivé petit à petit, on l'a vu déjà faire des choses, alors pas très basket moderne dans le sens, c'est pas du stretch. Du mec à l'intérieur qui shoot beaucoup, mais c'est juste le frisson qu'il procure par l'énergie, les qualités athlétiques, que ce soit sur des petites séquences ou sur une saison entière ou des 3/4 de saison, parce qu'il a par exemple, il avait joué 61 matchs de saison régulière en 2020-2021, c'est un niveau All-Star, All-NBA, il a ce mix de joueurs très très efficaces avec un pourcentage très élevé, et en même temps de joueurs frissons où tu t'attends t'attends l'énorme dunk, t'attends les grosses performances statistiques. Et puis je pense aussi à un gamin, parce que je le vois toujours comme un gamin en fait, parce qu'on l'a vu arriver, comme un garçon éminemment sympathique, très discret, parfois qui donne presque l'impression de s'excuser d'être là, tu vois. Et, euh, et moi j'ai tellement envie de le voir se débarrasser des problèmes physiques, de santé déjà, parce que c'est ce qui ressort hein, entre la condition physique et les blessures à répétition, et puis les soucis extrasportifs, même si ça reste, je pense, gérable parce on n'est pas sur de l'affaire judiciaire ou autre, hein, fort heureusement pour le moment. Voilà, pour l'instant, quand on parle de Zion, je pense à cette frustration
Bon, en plus, il est né un 6 juillet comme moi, donc je pense peut-être que je suis pas objectif. Ah voilà, t'es pas objectif T'as du compris tout. maintenant. Non, mais je trouve qu'il dégage quelque chose de sympathique et dès le début, j'ai beaucoup d'affection, d'empathie pour lui. J'ai eu envie que ça marche très vite. Même à Duke, j'ai bien aimé sa saison à Duke, tu vois. Ce côté à vouloir bénéficier de l'expérience de Coach K. Voilà, c'est que quand je pense à lui, je pense à un type que j'ai envie de voir enfin débarrassé de tous ses soucis, quels qu'ils soient, et de prendre la place qui doit être la sienne aujourd'hui en NBA. Ouais, bah c'est intéressant ce que tu notes, effectivement, parce qu'on en oublie presque ce qu'il apporte quand il est sur le terrain. Donc, pour un petit Ouais. résumé, voilà, Zion, donc drafté premier sans aucune surprise en 2019. Depuis, il a été 2 fois All-Star. Il a effectivement pas joué du tout la saison 2021-2022, blessé au pied, et il n'a pas du tout pu y participer. Ouais. Comme tu disais, 194 matchs manqués, mais 114 matchs joués. Et sur la saison dernière, je vais simplement vous donner ses stats sur les 29 matchs qu'il a pu jouer en 2022-2023. C'était 26 points à 60% de réussite, 36,8% à 3 points, 7 rebonds, 4,6 passes. En gros, t'as tout dit, c'est un joueur calibre All-NBA, l'un des meilleurs de la ligue, peut-être l'un des attaquants même les plus inarrêtables dans le sens, au sens littéral. Parfois, quand on dit KD il est inarrêtable, c'est parce qu'il y a une technique qui est folle, tu sais pas par quel bout prendre le problème. Zion, c'est pas la même chose. C'est ce mélange inédit de force brute, de contrôle et de finesse à la finition qui fait que c'est un problème quasiment insoluble pour les défenseurs, du moins. Enfin, il n'y a pas de solution si t'es simple défenseur. Il peut y avoir des solutions de défense collective éventuellement, mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Bref, un joueur incroyable. La question qui se pose, c'est effectivement celle de savoir si ces problèmes de santé à répétition sont le fruit finalement de ce corps qui est un peu, ces qualités qui sont inédites. Jeunesse, donc immaturité en termes de préparation physique, il l'a reconnu lui-même Ouais. je crois que tu en parlais dans un CQFR récemment, là, quand il était passé par hasard un petit peu dans une émission de Gilbert Arenas, et qu'avec beaucoup de, je sais pas comment on pourrait dire, de candeur, je trouve, il a répondu aux questions de Gilbert sans chercher à se cacher. Il expliquait qu'à l'âge qu'il avait, avec de l'argent plein les poches, des restaurants excellents dans la ville de la Nouvelle-Orléans, c'était dur de s'astreindre à cette rigueur, de faire attention. Donc la question, c'est de savoir si c'est simplement ça, ou si on a affaire à peut-être, on en a vu d'autres des étoiles filantes du basket. On pourrait parler de Greg Oden par exemple, qui finalement a toujours été bon quand il a pu jouer, mais qui a très peu pu jouer malheureusement, ou des joueurs qui étaient un peu plus avancés dans leur carrière, comme Bill Walton, qui était un pivot incroyable, qui aurait sans doute pu prétendre à figurer parmi les tout meilleurs pivots de tous les temps s'il n'avait pas été blessé, au vu de ce qu'il a pu faire quand il avait notamment emmené les Blazers jusqu'à un titre de champion, ou d'autres joueurs. Voilà, moi je pense forcément à Penny Hardaway, qui m'a fait rêver, qui m'a brisé le cœur un petit peu avec ses problèmes de genoux, Grant Hill avec ses problèmes de cheville. Voilà, je pense que c'est toute la question qui se pose, à tel point que, limite, au début, quand on commençait à entendre des gens dire est-ce que les Pelicans devraient penser à trader Zion, t'avais l'impression que c'était un blasphème. Ouais. Maintenant, je pense pas forcément, et puis on va pouvoir y revenir, que c'est une option, l'option vers laquelle les Pelicans devraient partir dès maintenant, mais ça commence à avoir un petit peu plus de poids finalement, cette interrogation, non ? Ouais, alors là, ça s'est un petit peu calmé, mais là, il y a, sur la fin de la saison et le début de l'intersaison, dans les rumeurs, notamment, on parlait du fait d'échanger certains pics et des choses comme ça. Il y a le nom de Zion qui revenait forcément parce que il y avait encore cette absence un peu. C'est un peu le truc que je lui reproche à distance, de manière, sans être vraiment au courant des choses. Mais tu sais, c'est son profil de mec très discret qui est pas. Disons qu'il n'est pas ultra présent auprès de l'équipe quand il n'est pas là, et ça, il le reconnaît lui-même en fait. Hein. Il l'a été, il a tenté parfois, mais je crois que c'est vraiment très très dur pour lui d'être en bord terrain ou même au sein du groupe quand il peut pas jouer. Et même sur la Summer League, tu vois, il dit juste regarder des gars dont je sais que c'est la même équipe, c'est compliqué. Là, les rumeurs de trade, elles sont quand même calmées. David Griffin cette semaine a dit même qu'il n'y avait jamais eu une seule conversation à propos de Zion, que les gens ont cru à tort que les Pelicans étaient prêts à abandonner le projet Zion à cause des blessures. Mais il dit que ça, il n'y a jamais eu la moindre réalité. Dans tous les cas, il n'allait pas dire oui, c'est vrai, on y a songé, mais finalement on va le garder. Enfin, tu vois, ce serait désastreux en termes de com. Il le fera évidemment pas. Mais je peux quand même imaginer des équipes qui sont venues se renseigner et se dire tiens, est-ce que c'est pas le moment, si on croit encore en lui et qu'on pense pouvoir le mettre sur pied,
Est-ce que c'est pas le moment de tenter une approche? Donc moi, je pense qu'il y a eu des approches, et certains médias américains ont parlé de ces approches. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vont tenter une nouvelle fois d'être patients, de voir s'il peut tenir le coup physiquement, d'enchaîner les matchs, s'il peut atteindre la condition physique quasi optimale. Il faut rappeler que quand il avait signé son extension de contrat fin juillet 2022, il y a des conditions dedans à remplir. C'est-à-dire que le deal peut aller de 100, enfin, l'argent qu'il peut remporter, ça va de 193 à 231 millions, donc c'est pas négligeable. Et c'est dépendant du nombre de matchs qu'il peut jouer et aussi de sa masse graisseuse. Il ne faut jamais qu'il dépasse 12% de masse graisseuse, sinon les clauses de son contrat ne fonctionnent pas. Donc il doit être entre 6 et 13, je crois. Il me semble, enfin, la moyenne des athlètes en général en NBA, il faut qu'il reste dans cette moyenne-là pour être éligible à cette extension-là. Donc il y a cette question-là. Moi, je pense aujourd'hui effectivement qu'il y a très peu de chances que Zion soit tradé. À un moment, je me suis demandé quand même, hein, parce qu'il y avait entre ce qui se disait, le fait qu'il y avait cette draft avec quand même pas mal de joueurs talentueux. Pour l'instant, j'ai l'impression, et heureusement, que les Pelicans vont tenter le coup. Et je les comprends quelque part, parce que faut se souvenir, tu parlais de son début de saison dernière tout à l'heure. Individuellement, c'était excellent. Collectivement, c'était très impressionnant aussi, les Pelicans. Ils étaient même premiers de la conférence Ouest. Je me souviens d'avoir écrit un article en essayant d'anticiper un peu, où je disais que c'était pour moi un outsider totalement crédible pour atteindre même les finales à l'Est, hein, la finale de conférence. Petit à petit, avec la blessure de Zion, avec Brandon Ingram aussi qui s'est un peu blessé, tous les petits ajustements qu'il y a eu et qui les ont mis en difficulté, ils ont quand même réussi à se qualifier, ce qui prouve bien que le noyau est intéressant. Mais ils n'ont jamais retrouvé la même dynamique que quand Zion était là. Et quand Zion est là, tu parlais de force inarrêtable. J'aime pas forcément toujours comparer des joueurs à d'autres, mais tu sais, il y avait un peu. C'est Antoine qui avait fait cette comparaison-là, cette vibe Charles Barkley MVP, tu sais, ouais. où il déménageait tout en étant évidemment pas juste un bulldozer. Il avait d'autres qualités. On voit que c'est un joueur qui sait faire des passes, qui sait même shooter un petit peu. Il a plein de choses hyper intéressantes. À l'heure qu'il est, j'ai l'impression que les Pelicans, ce que dit David Griffin est vrai. Je pense qu'ils ne sont pas dans l'optique de le trader. Mais j'ai aussi l'impression que ça peut être une forme de dernière chance, malheureusement. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont devoir arrêter les frais et se dire qu'il faut récupérer quelque chose en contrepartie. Il y a des bonnes choses à New Orleans. Zion en fait partie et ils ont eu envie de construire le projet autour de lui. Mais à un moment, il faut que ça se traduise par des saisons pleines, par peut-être aussi cette envie de... Ils ont peut-être aussi envie de le voir s'impliquer plus. Avant qu'il signe son extension de contrat, on ne savait pas où il était. Il s'entraînait, il était en mode retraite du côté de Portland pendant que les Pelicans sollicitaient sa présence sur place. Et tout le monde s'est dit, il va peut-être jamais signer l'extension en question, mais finalement, il l'a fait et c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de voir un Zion présent, un Zion sur le terrain qui donne l'impression d'avoir envie de jouer pour les Pelicans. Et ça, on peut que le souhaiter. C'est encore une petite incertitude. Malheureusement, on ne sait pas à quel poids il va arriver au training camp, est-ce que son genou sera complètement... Son genou, ses pieds, est-ce que tout sera en ordre? On peut que attendre, malheureusement. Ouais, c'est compliqué, sachant qu'effectivement, il faut préciser que toutes les rumeurs... Quand on parle de rumeurs qui autour d'un trade de Zion, il faut bien spécifier que ce pas des rumeurs qui venaient du camp des Pélicans. Les Pelicans, c'était des observateurs qui s'interrogeaient sur le fait de savoir si les Pelicans n'allaient pas finir par pas chercher à le trader. C'était pas vraiment comme... Parfois, il y a des rumeurs où tu sais vraiment que ça vient de l'intérieur et qu'effectivement, il y a une réflexion qui a été entamée par un club. Là, autant que je le sache, en tout cas, ça n'a pas été le cas, de Zion jusqu'à présent, quoi. Et ce qu'il faut noter aussi, tu as tout à fait raison de noter à quel point l'équipe fonctionnait bien l'an dernier. Et pourtant, quand on regarde le nombre de matchs qu'ont pu disputer ensemble Brandon Ingram, Zion Williamson et CJ McCollum, c'est ridicule. J'ai pas la stat sous les yeux, mais c'est une poignée de matchs seulement. Ce qui fait qu'en fait, on connaît même pas vraiment le plein potentiel de cette équipe telle qu'elle est construite. Et je pense que c'est ça qui est vraiment compliqué pour l'instant du côté des Pelicans, c'est le fait de pas pouvoir même, améliorer l'équipe en attendant que Zion soit sur le terrain, parce qu'en fait, tu sais pas vraiment ce que l'équipe peut donner, quelles pourraient être ses faiblesses, et ses forces sont sans doute, mais ses faiblesses, quoi. Moi, je la trouve déjà... Après, je reste sur la ligne que j'avais adoptée pour mon article à l'époque, mais je la trouve déjà prête, en fait, cette équipe. Parce que si tu prends un Zion en forme,
Brandon Ingram, bon, c'est une blessure, il s'est pas fait les croisés ou quoi, c'était une blessure un peu emmerdante, mais C'est aussi un joueur euh, qui est souvent blessé, ceci dit. c'est vrai, c'est vrai. Mais les moments où ils ont été ensemble, et même individuellement, Ingram, je leur dis souvent aussi, sur les derniers mois de la saison, il est à un niveau monstrueux. Enfin, et offensivement, défensivement, je le trouvais parfait. Je trouve que ce groupe, de la manière dont il a été construit, dont il a été pensé avec un Zion en bonne forme, il est déjà super compétitif. T'as des joueurs défensivement, il y a tout ce qu'il faut. Tu as les pestes type Alvarado. Herb Jones, c'est un excellent jeune joueur. Défensivement, il est très bien. Tu as des shooters avec Trey Murphy, des mecs un peu qui commencent à avoir un peu de bouteille, les Larry Nance, des gars comme ça. Valenciunas. Enfin, pour moi, c'est bien construit. Et quand ils ont pu jouer ensemble, ils ont été excellents. Donc, je Ouais. ne vois pas pourquoi ils auraient. Enfin, ils n'ont pas intérêt à le bouleverser à partir du moment où ils considèrent que Zion va pouvoir jouer. Ils n'ont pas intérêt à bouleverser l'effectif et à tout changer ce qui est autour. Je pense à Dyson Daniels aussi, qui a été un rookie très intéressant. Les gens ont moins regardé les Pelicans après la blessure de Zion, mais Dyson Daniels, c'est très très bien, très prometteur aussi. Ouais, J'insiste encore sur le côté défense qui me semble faire partie de l'identité de cette équipe. Je trouve que l'équipe, elle n'a pas besoin d'être modifiée en fait. ouais, surtout si effectivement, alors il y a deux joueurs sur lesquels je voudrais revenir avec toi, c'est Dyson Daniels, Ouais. effectivement, et Trey Murphy Jr. Parce qu'en fait, c'est deux joueurs pour l'instant dont on ne connaît pas encore tout à fait Mm. tu sais, la marge de progression potentielle. Et Dyson Daniels, si il arrive simplement à rester comment dire, dans la régularité dans son adresse à 3 points, ça peut vite devenir un joueur d'impact parce que sa Ouais. défense, elle est incroyable. Mm. Et si c'est un 3&D de très haut niveau, voire de niveau élite, bah, ça change aussi un petit peu le profil de cette équipe. Et l'autre joueur, c'est Trey Murphy Jr. Que tu as mentionné. Dans un récent podcast de Zach Lowe qui recevait Larry Nance Jr., justement, à un moment, il parle de Trey Murphy. Et c'était Ouais. vraiment intéressant parce que Zach Lowe expliquait qu'après avoir discuté avec plusieurs GM dans la ligue, il y avait pas mal d'interrogations autour de ce joueur et que certains imaginaient finalement un plafond bien plus élevé que celui qu'on aurait pu imaginer où bon, c'est déjà un très bon joueur de rotation, mais voilà, il y avait cette question de savoir si ça pourrait pas être même bien plus qu'un très bon joueur de rotation. Et Larry Nance Jr., bon, c'est son coéquipier, donc Mm. après quelques blagues où il commence en disant qu'il le déteste, qu'il peut pas l'encadrer, tu comprends bien qu'il est pas tout à fait objectif, mais il allait jusqu'à imaginer que ça pourrait être une deuxième ou troisième option d'une équipe qui joue le titre. Si c'est effectivement une troisième option offensive d'une équipe qui joue le titre, là, t'as une équipe qui commence à vraiment faire flipper, en fait, à condition, bien sûr, que les joueurs soient sur le terrain, parce que Brandon Ingram, moi, que j'aime beaucoup aussi, Ouais. je trouve qu'il a vraiment passé un cap depuis 1 an et demi. Moi, ce qui m'embêtait avec Brandon Ingram, c'est que c'était le manque de constance, en fait. Tu voyais 2 matchs, tu disais, mais ce mec-là, il va être... je sais pas, il est dans le top 10 des meilleurs joueurs de la ligue. Puis Mm. après, tu voyais 2-3 matchs, tu disais, bon, bah finalement, le rendement est pas là. J'ai trouvé qu'il avait gagné voilà, en constance, et puis tu l'as souligné en défense aussi. Et là aussi, qu'il avait gagné en constance de ce côté-là. Donc là, si tu as ça, plus un Zion, même imaginons que Zion soit un joueur fini. Imaginons que Zion, ce qui est forcément pas le cas, mais imaginons que ce soit un joueur fini, que ça soit le Zion qu'on connaît, soit le Zion qui sera tout le reste de sa carrière, ça ferait malgré tout une équipe vraiment, vraiment flippante, quoi. Je suis d'accord sur Trey Murphy. Pour le coup, j'ai beaucoup regardé les Pelicans pendant que Zion était là. Un petit peu moins après, je dois l'avouer, mais j'ai quand même suivi. Murphy, il est super intéressant. Il était quasiment à 15 points par match. Il shoot déjà à plus de 40% à 3 points. La défense commençait à rentrer aussi. Enfin, il y a Complètement. plein de choses excellentes chez lui. Et moi, ce groupe, je le trouve très enthousiasmant. Ça avait commencé l'année dernière et c'est aussi pour ça que je veux voir Zion, c'est qu'il me semble que le groupe a été très bien construit et que si tu amènes ce que Zion peut amener quand il est apte, c'est-à-dire une efficacité, c'est presque, il a ce côté old school où il va, tu sais, du bully ball où il est servi dans la raquette, il va trouver les moves pour se rapprocher du cercle et faire la différence, ou alors il sera lancé en transition et là c'est du tractopelle, le gars, c'est inarrêtable. Et tractopelle, Ah c'est ouais, non exactement mais ça. tu vois, il y a le côté autobus, force inarrêtable. Euh, Moi, j'ai tellement envie de revoir ça. Il y a un autre truc dont on a déjà parlé aussi dans les CQFR et autres podcasts dans le courant de l'année, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner et c'est ce qui a fait on a pu se demander si Zion n'allait pas partir. C'est les petits changements qu'il y a autour du staff ces dernières semaines. Euh, le fait que Teresa Weatherspoon ait été remerciée ou laissée libre, ou on sait pas exactement, il n'y a pas eu de détails. C'est Woj qui avait rapporté l'information, mais ça peut paraître anodin aux yeux du grand public. Hein. C'est une assistante coach, ancienne joueuse de WNBA, mais il y a eu un long article où Zion s'est exprimé au moment de revenir justement l'année dernière,
où il expliquait à quel point elle avait été importante, parce qu'elle travaillait beaucoup avec lui individuellement. Elle était en charge de plusieurs joueurs de l'équipe. Il n'y a pas que Zion qui a parlé d'elle en bien. Il y a José Alvarado notamment qui expliquait qu'il lui devait son éclosion en NBA parce qu'elle l'avait toujours soutenu. Lui-même croyait pas avoir sa place et elle lui a toujours dit si, t'as ce qu'il faut, etc. Et pour Zion, c'est pareil. Elle a été sa confidente quand il allait mal. Et il n'y a pas que ce côté mental et psychologique. Je veux dire, c'est aussi une coach qui l'a aidé. Elle l'a aidé à développer son jump shot aussi. Il a dit. Et elle a été remerciée, virée. On ne sait pas trop. Quand on a vu ça, alors que c'était une période où justement Zion, on était dans le flou, on a pu se dire est-ce que les Pelicans sont pas en train de dire bon, ça y est, on n'est plus obligé de garder les gens qui sont proches de Zion, on va passer à autre chose. Visiblement, pour l'instant, c'est pas ça. Et lui a l'air de considérer, c'est ce qu'il disait dans le passage dans l'émission de Gilbert Arenas dont tu parlais tout à l'heure, il a l'air de considérer qu'il est plutôt bien entouré, des gens, pour reprendre ses termes, plein de sagesse, après avoir dû peut-être écarter des gens qui étaient moins empreints de sagesse. Indépendamment, on ne sait pas si c'est lié ou pas à l'affaire extrasportive qu'on évoquera sans doute après, mais lui considère, ces dernières déclarations vont dans le sens de quelqu'un qui est déterminé à arriver dans sa meilleure forme physique, qui a envie de jouer pour les Pelicans, parce il te dit, moi le premier qui souffre de ne pas être sur le terrain, et quand je vois mes coéquipiers en train de perdre un match, que ce soit de la saison régulière, de la Summer League, le premier qui souffre de ça, c'est moi, et je peux même pas, j'ai du mal à regarder les autres jouer, parce que je sais que je pourrais les aider à gagner les matchs si j'étais là. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui a fait que on a pu se poser des questions sur Zion, mais aujourd'hui, lui a l'air droit dans ses bottes, prêt à revenir. On peut que souhaiter que ce soit le cas. Ouais, écoute, avant qu'on revienne sur le terrain, je te propose qu'on fasse une petite parenthèse pour parler quand même de cette affaire extrasportive, parce que si vous n'avez pas suivi de quoi on parle, ça vous semble peut-être étonnant. Je vous propose on en parle brièvement, histoire de se débarrasser du truc. En gros, tu me dis si je me trompe, Shai, mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où Zion annonçait la naissance à venir de son premier enfant, il y a je sais pas comment dire, comment tu le présenterais, c'est une actrice, on peut dire que c'est une actrice ou visiblement, elle a été actrice pornographique, mais il y a aussi après, tu sais, maintenant c'est des carrières avec différents volets. Tu peux être juste modèle OnlyFans, modèle Instagram, elle a peut-être fait de la chanson, voilà, enfin, tu vois. Donc elle travaille dans l'entertainment pour adultes, on peut dire ça ça c'est sûr et certain, voilà. Ok, donc voilà, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en disant que Zion, en gros, lui avait menti en lui promettant qu'il allait la faire venir, qu'il savait pas qu'il lui avait jamais dit qu'il avait une petite amie, qu'il allait devenir papa. Bref, ça, rien, comme tu le disais tout à l'heure, rien pour l'instant en tout cas, rien qui soit condamnable aux yeux de la loi jusqu'à présent. Je crois pas qu'il y ait eu non plus de plainte, quelle qu'elle soit, qui a été déposée à son encontre. Donc plutôt une affaire de mœurs au sens très large, en fonction de la sensibilité de chacun. Mais effectivement, sachant que Zion est rarement sur le terrain, qu'il y a toutes ces questions autour de son poids fluctuant, comme on en parlait dans un CQFR récent, que je vous encourage d'ailleurs à aller réécouter, qui était vraiment intéressant sur le problème de poids en fait en NBA, entre les joueurs à qui on veut faire prendre du poids ou du muscle à vitesse grand V, et puis ceux qui ont du mal à le réguler comme Zion. Bref, ça fait tâche, quoi. Ça fait tâche dans le tableau, parce que ça accrédite, qu'on le veuille ou non, une théorie selon laquelle Zion ne serait pas vraiment sérieux, pas vraiment impliqué, aurait pas vraiment la tête au basket. Et donc c'est toujours plus compliqué quand ça se passe comme ça, que t'es pas sur le terrain à fournir match après match pour prouver que t'es effectivement un sportif professionnel pleinement investi et performant. Ouais, c'est ça. Ben, la jeune femme en question, l'affaire a démarré comment? En fait, elle s'est lancée dans une série de tweets après avoir appris la prochaine paternité de Zion. Donc après, on ne sait pas ce qui est de l'ordre de la vengeance liée de la jalousie. Mais en gros, dans ces tweets, il y avait, je vous passe les trucs sexuels évidemment, mais juste le côté hygiène de vie, nourriture et tout ça. Elle s'est lâchée aussi là-dessus. Donc forcément, comme tu disais, on parle d'un joueur dont les gens, dont la franchise attendent une certaine exemplarité pour montrer au moins qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour revenir au plus haut niveau. Et forcément, des nouvelles comme ça, même si c'est ou scabreux ou ce que tu veux, enfin, ça accrédite la thèse de quelqu'un qui donne pas tout pour revenir. On l'imagine en train de manger et d'aller voir des nanas, d'avoir plusieurs relations à droite à gauche, ce qui n'a pas empêché certains grands champions
d'être des grands champions. Hein. C'est quand c'est du strictement privé. C'est juste que là, le côté Michael Jordan est- approuve ce message. voilà, c'est ça. Will Chamberlain aussi. Pardon. Magic Johnson, on sait, et ça n'a pas empêché d'avoir des grandes carrières. C'est juste que là, pour le coup, ça n'a pas été c'est pas des joueurs qui ont eu des énormes problèmes de blessures dans leur carrière. Donc, je pense que dans l'idéal, les gens, et nous compris, on aimerait juste entendre ce qui serait peut-être pas la réalité, mais Zion est constamment à la salle. Zion a une vie d'ermite où il passe son temps à regarder des vidéos de basket. Enfin, c'est évidemment pas réaliste, mais disons que c'est pas tombé au bon moment, quoi. Ce serait tombé en début de saison dernière. On serait dit, bah oui, on s'en fout, il est sur le terrain, il fait ce qu'il veut en dehors, ça vaut pour tout le monde. Mais malheureusement, voilà, c'est pas tombé au bon moment et ça incite aussi certains journalistes, certains médias, certaines personnes qui gravitent autour de la NBA, des joueurs, ça les incite aussi à relayer ou à accréditer des choses qui sont peut-être pas vraies et qui font du mal aussi aux joueurs. C'est très compliqué. Voilà, le problème, ça a été le timing et la nature un peu de cette histoire-là ça lui fait pas du bien. C'est à l'heure des réseaux. Il aurait été on aurait été en 1980, ça se serait même pas su, ça aurait été un bruit de couloir qui circulait, c'était pas un problème. Mais là, il est obligé de composer avec le fait d'être un athlète en 2023 et il y a presque, c'est peut-être injuste, hein, mais une forme de devoir d'exemplarité injuste et qui est d'une pression énorme. Mais et puis ça va aussi. Le truc, c'est qu'on a vu un personnage depuis qu'il est sur la scène, on a vu un personnage très discret. Je te disais, t'es un peu enfantin. Jusque-là, tous les articles qu'on lisait sur Zion, c'était je veux m'inspirer de Naruto et des mangas pour réussir ma carrière et ma vie. J'aime la morale qui est véhiculée là-dedans. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et bon, forcément, quand il y a un truc comme ça à côté, ça casse un peu l'image qu'on peut avoir de lui. Après, c'est vrai qu'on peut le déplorer ou pas, mais ça fait partie, en 2023, ça fait partie du job, en Ouais. fait. Quand tu signes des contrats aussi importants, que ça soit avec une franchise ou avec un équipementier, Mm. malgré tout, tu es un porte-parole permanent. Et je pense que faut que, pour certains, alors ils sont très jeunes, hein, encore une fois, faut leur expliquer, ces athlètes sont très jeunes, mais c'est à charge. Il faut que leur entourage leur fasse comprendre ça, parce qu'il y avait pas mal de blagues qui circulaient autour de la draft 2019, parce qu'entre Zion et Ja Morant, alors Ouais. c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout les mêmes problèmes, mais il y a quand même, on en revient à ce problème, enfin cette question du moins d'exemplarité qu'on peut attendre ou non des athlètes de haut niveau. Là, c'est vrai que ça complique quand même pas mal les choses. Il y avait aussi récemment, c'était intéressant, là encore une fois, je vais citer des choses que j'ai entendues dans le podcast très intéressant de Zach Lowe avec Larry Nance Jr., mais voilà, des gens en gros qui laissaient entendre que Zion s'entraînerait pas suffisamment, ou du moins travaillerait pas vraiment sur Mm. ses points faibles. Pour le coup, Larry Nance Jr. était monté au créneau, en tout cas via Twitter, en disant que c'est pas vrai du tout, que c'était pas le cas, que c'était pas comme ça que ça se passait. Et donc, dans la discussion entre le joueur et Zach Lowe, il y avait cette question des entraînements, et je trouve que Larry Nance Jr. disait quelque chose qui était très intéressant. En fait, il tenait à souligner le fait que des joueurs comme Zion, et puis après, il parlait aussi de Victor Wembanyama, par exemple, ce qu'il appelle des one-of-one, ou Kevin Durant. C'est one-of-one, c'est-à-dire ces joueurs qui sont, que tu peux comparer à personne d'autre, soit parce que leur jeu est complètement atypique, soit parce qu'ils ont des prédispositions physiques qui sont trop différentes des autres. Et il soulignait le fait qu'en fait, ces gens-là, ils peuvent pas s'entraîner de la même manière que les autres, qu'il faut qu'ils Mm. trouvent la manière de s'entraîner comment dire, qui colle à eux, à leurs aptitudes, à leur corps, à leur morphologie. Et il disait, voilà, je suis sûr que Kevin Durant, il s'entraîne pas de la même manière que 90% des joueurs NBA, tout comme Victor Wembanyama, dans sa préparation, sa manière de s'entraîner, il va pas s'entraîner comme un meneur d'un mètre 90 par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, je pense, toute la difficulté euh, pour ces joueurs qui, du coup, ils doivent être bombardés, tu sais, de comparaisons. On doit leur dire, tu devrais faire ceci comme ça tu devrais le faire comme ça. Et en même temps, ils sont tellement atypiques que je pense que ça prend un peu de temps pour que eux trouvent ce qui leur convient, que les staffs médicaux ou des traîneurs, des entraîneurs trouvent aussi ce qui va leur convenir le mieux. Ça, je pense que ça prend un petit peu de temps aussi avant de se mettre en place. Ouais, mais Zion, c'est un spécimen physique incroyable. Et je pense que si on le voit pas, bon, on a vu des vidéos de lui en train de s'entraîner. Je parlais tout à l'heure il y avait pas mal de vidéos avec Teresa Weatherspoon où il travaillait le jump shot, où il travaillait les moves. Donc ça, enfin, moi je les ai vus ces vidéos-là, donc je me dis pas que c'est un gars qui fout rien et qui est chez lui en train de manger. J'ai pas du tout cette image-là, mais je me dis aussi que regarde à chaque fois qu'il fait une apparition, Zion, que ce soit quand il est blessé ou à l'intersaison, juste quand on se demande un peu où il en est. Regarde, il était au K54 il n'y a pas longtemps. Il y a un moment, il était dans un commerce à New Orleans, je ne sais plus pour quel type d'opération.
lisez les commentaires qu'il y a derrière. Il est tout de suite, ils analysent tout de suite son poids, ce machin. C'est un des rares avec lequel ça se passe comme ça en fait. Il est tout de suite, il est épié et analysé, décortiqué, et je pense que ça doit être hyper anxiogène. C'est un jeune, donc il va sur les réseaux sociaux, il connaît, il maîtrise. Il peut pas être hermétique totalement, complètement à ça. Donc je peux comprendre que derrière, il médiatise pas forcément le travail qu'il peut faire en dehors de l'entraînement classique des Pelicans. Et sur les types, je sais qu'à défaut de travailler énormément en salle, même s'il le fait comme un joueur NBA classique, hein, il le dit, il n'y a pas de souci. Zion, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos d'anciens joueurs. Il l'expliquait dans une de ses interventions. Je ne sais plus quelle interview c'était. Il disait justement qu'il avait eu un peu de mal avec Stan Van Gundy, que c'était quand même très très old school, que les entraînements étaient un peu trop rigoureux pour lui, enfin très très durs pour lui. Mais lui, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les anciens joueurs, les vidéos des joueurs avec lesquels il a été biberonné par sa mère et par son beau-père. Et ce qui est drôle, c'est que ça m'avait marqué parce que c'était pas des joueurs auxquels on pouvait s'attendre. Tu sais, tu pourrais te dire, il regardait Charles Barkley parce qu'il y a une forme de morphotype qui est pas si éloignée. Et au final, il te dit, non, ma mère, elle me mettait Magic Johnson et Larry Bird parce qu'il voulait que je sois un playmaker. Le beau-père, il me montrait Kenny Anderson, Earl Monroe, et il continue de regarder des trucs comme ça. Les Fly Williams sont des joueurs plus street, tu vois, plus New York. Et il continue visiblement de s'abreuver de ça. Alors oui, les gens vont se dire, non, on préférait qu'il fasse des régimes et qu'il s'entraîne à la salle, mais il y a aussi cette facette-là. Moi, c'est toutes ces choses-là qu'il a dites par le passé et même récemment qui me font dire que c'est un gars intéressant, c'est un gars qui prend aussi parfois les choses du bon côté. Hein. Je pense que ça, c'est très important. Le côté student of the game, quand tu vois Brandon Miller, qui est numéro 3 de draft et qui sait pas qui est Chris Middleton, on m'a donné l'impression de s'acharner un peu sur lui. C'est peut-être pas très juste parce que c'est un gamin, mais tu vois, Zion, il connaît l'histoire de son sport, tu vois. Et Brandon Miller, il sait qui est la Malou Ball ou c'est Clifford ou pas, ou il va découvrir à la rentrée ça. Il sait qui est Paul George visiblement, vu qu'il a dit que c'était le GOAT. C'est le GOAT. Ouais. Voilà. Non, c'est peut-être injuste de s'acharner sur lui, c'est un gamin, mais c'est toujours assez effarant de voir que des joueurs draftés en numéro 3 connaissent aussi. Enfin, voilà. Bon, là, si vous n'avez pas vu la séquence, il lui propose un jeu, c'était chez Bleacher Report, un jeu comme une roulette où il doit, dès que la roulette s'arrête, il doit choisir un joueur qui est proposé devant lui. Donc il y a du Giannis, du Zach LaVine, donc ça évidemment il les connaît. Et ça s'arrête sur Chris Middleton et un autre joueur, Isaiah Hartenstein, je crois. Ça, je peux pas le blâmer de pas le connaître, à la limite, c'est pas très grave. Mais il regarde Chris Middleton, il fait bon, je vais le prendre lui, mais je sais pas qui c'est. Non mais attends, c'est un truc. On lui demande pas de. C'est pas un quiz sur John Havlicek ou je sais pas moi, ouais, voilà. Un joueur des années 60. C'est Chris Middleton, il était en finale NBA il y a 2 ans quoi. Triple star, un mec qui joue à son poste. À son poste, bah oui. Donc il connaissait pas Valanciunas non plus. Bon, ça c'est. Allez, je veux bien. Il va vite connaître, t'inquiète pas. Il va essayer de défendre sur un écran. Il se rappellera du nom assez rapidement, quoi. Ouais, mais tout ça pour dire que ce côté-là de Zion, moi je l'ai toujours beaucoup aimé, c'est qu'il connaît son sport. Quand il est allé sur le podcast de Gilbert Arenas, il connaissait évidemment Arenas, il connaissait Rashad McCants. Enfin, tu vois, j'aime ce côté-là chez lui et c'est ce qui me fait dire que s'il est apte à jouer, il va amener tout ce bagage avec lui qu'on a pu voir. Malheureusement trop peu, mais moi personnellement je crois encore en lui, honnêtement, malgré ce qu'il y a eu sur le côté extra sportif qui est évidemment minime par rapport à d'autres trucs qu'on a pu voir, même par rapport à Ja Morant qui techniquement n'a pas fait de choses qui sont qui peuvent légalement le mettre vraiment en danger. Visiblement ça il va y échapper, mais c'est quand même très différent de manipuler une arme devant des gens. Là c'est autre chose. Franchement je crois encore en Zion, j'ai envie d'y croire parce que regardez les matchs, des bouts de match, des highlights, ce que vous voulez de Zion, c'est un type pas normal, c'est un extraterrestre et on a besoin. La NBA se portera mieux avec Zion. Ouais, en fait, le problème, c'est que tu faisais allusion à sa timidité, entre guillemets, mais c'est vrai que comme on le voit pas sur le terrain, que quand il n'est pas sur le terrain, effectivement, il joue pas le jeu, en tout cas de la machine à médiatiser tout, filmer chacune de ses sessions d'entraînement, et qu'en plus il y a ses problèmes de poids et maintenant ses problèmes extrasportifs, encore une fois, par omission, ça alimente un petit peu la thèse selon laquelle il ferait pas beaucoup. Mais après, sur les vidéos, c'est ça qui est marrant, les vidéos d'entraînement, il y a Damien Lillard qu'on avait fait une très drôle un été, là où
il s'était filmé avec son traîneur qui lui faisait faire des exercices complètement fous. Genre, il partait au lay-up, puis le gars lui balançait des balles de ping-pong et des balles de tennis. Après, il redescendait, il lui mettait des brintes avec Ouais. des gros coussins et tout. C'est vrai qu'on les connaît aussi, les mecs. Tous les étés, je veux dire, si on jugeait que sur les vidéos d'entraînement, Ben Simmons serait déjà un joueur Hall of Famer. Et moi, j'aime bien Ben Simmons, mais chaque été, tu as envie de lui dire, écoute, toi, c'est l'inverse. Arrête un petit peu avec les vidéos d'entraînement où on te voit tirer à 3 points et soulever de la fonte. Mets des lancers francs et puis reviens au jeu tranquillement, te mets pas la pression, quoi. C'est vrai qu'il y a eu cette mode des trucs. Alors, c'est même pas que pour les joueurs pros, mais tu sais, les trainers avec les gros boudins comme à la piscine là, qui tapent sur le joueur qui est en train de dribbler. Enfin, j'ai jamais compris ça. Je suis peut-être pas assez dans le game du coaching et tout, mais ça m'a toujours beaucoup fait rire, ça. Bah, c'est ça encore. Non, en fait, ce qui est marrant surtout, c'est des fois, tu vois les combos, en fait, tu vois les exercices, tu dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans un vrai match que t'es en train de simuler quel truc qui se passe dans un vrai match où quelqu'un va te jeter des trucs au niveau du visage et ensuite te charger à bloc. Enfin bref, non, c'est tout ça, c'est. Écoute, je te rejoins en tout cas pour Zion. La difficulté en fait pour les Pélicans, c'est ça, c'est que le mec a trop de talent. En fait, dès qu'il est sur le terrain, il est bon en fait. Mm. Tu vois, tu te poses pas la question. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon et il est tellement dingue que tu te dis, est-ce que je peux vraiment, à ce stade, prendre le risque de trader ce gars et ensuite de le voir enchaîner des saisons à 67 matchs. Je dis pas 82, hein, c'est 82 maintenant, c'est anecdotique, mais des saisons à 65 matchs au moins et aligner stat sur stat et devenir un mec inarrêtable. Est-ce que tu peux vraiment prendre ce risque, quoi? Regarde Embiid. Les deux premières saisons blanches, une première écourtée. Je pense qu'il y en a qui se disaient que on le verrait jamais. Bon, moi, j'étais forcément sceptique. J'avais adoré ce que j'avais vu de lui à Kansas, mais tu le vois se blesser. Les articles sur son hygiène de vie, lui aussi, il a eu ça. Ça me fait penser à ça. Mais Joel Embiid, il y avait les fameuses histoires. Thierry Temple, là, Voilà, c'est-à-dire que quand il était à l'hôtel et ils avaient engagé un mec qui devait lui remplir son frigo, une sorte de diététicien qui devait un peu surveiller ce qu'il mangeait et tout ça pendant sa convalescence, parce qu'il devait lui faire perdre un peu de poids ou faire baisser sa masse graisseuse. Et il lui avait mis plein de plats super sains dans son frigo. Et il revenait, je sais pas, 5 jours ou une semaine après pour faire l'état des lieux, faire un petit checkpoint avec lui. Et il s'apercevait que il avait rien touché, qu'il avait des notes de frais de fast-food et surtout du bar de l'hôtel où il buvait jusqu'à 10 Shirley Temple, donc un cocktail. Donc un truc hyper sucré, évidemment, si tu veux faire baisser la masse graisseuse, c'est pas ouf. Et il buvait que ça, il se nourrissait de ça la semaine. Et au final, il y a un moment, alors on ne sait pas exactement qui a réussi à lui faire intégrer le fait qu'il devait s'entraîner, s'alimenter de manière plus professionnelle. Plus après la réussite, parce que tu as un peu moins de blessures. On en parle souvent d'Embiid qui se blesse au mauvais moment et tout ça, mais ça reste quand même. Enfin, je veux dire, le mec, c'est un MVP. C'est un exemple à suivre, peut-être justement pour Zion. Le côté au début, c'était compliqué, je me blessais souvent, il y avait des doutes sur mon hygiène de vie et tout. Il a balayé ça totalement. Et imagine si les Sixers, ils s'étaient dit non, c'est bon, là, il nous a fatigués, il est encore blessé, on va le trader ailleurs. Et ils l'auraient vu faire ce bazar-là à Miami, Milwaukee, New York, que sais-je. Donc, la prudence et la confiance que lui accordent les Pelicans me paraît justifiée. Après, je pense qu'elle ne sera pas non plus éternelle et qu'il faut qu'à un moment qu'ils aient la preuve que Zion peut faire une saison, même 65 matchs. C'est pas un objectif démentiel. Ils peuvent faire du load management. Je comprendrais le load management avec Zion sur cette année, tu vois. Ouais, c'est clair. Pas. Ouais, est-ce que tu parlais de Joel Embiid? Moi, je pensais à Stephen Curry, en fait. Maintenant, on a tendance à l'oublier, mais avec ses problèmes de cheville à répétition en début de carrière, on se demandait même s'il allait pouvoir vraiment, finalement, être un joueur qui allait marquer ou s'il allait toujours être empêtré dans ses problèmes de cheville. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Warriors ont pu créer leur armada incroyable avec Kevin Durant plus tard, c'est qu'ils ont eu l'occasion de lui proposer un contrat qui n'était pas un contrat max, justement pas à cause de son talent, pas à cause de son potentiel, mais à cause de ses problèmes de cheville à répétition. Et lui aussi, il a failli être tradé. Il racontait, c'était avec Draymond Green la dernière fois. Il disait que c'était la phase où il ne savait pas encore si ça allait être Monta Ellis ou lui. Enfin, les rumeurs allaient dans tous les sens. Et ils étaient à l'entraînement dans le vestiaire. Enfin, ils étaient dans le vestiaire un jour d'entraînement et puis ils ont vu le bandeau ESPN Monta Ellis tradé contre Andrew Bogut. Là, il a le soulagement et puis c'était le début d'un truc incroyable. Après, lui aussi, il a dû rechercher comment tenir le choc. Lui, ça s'est matérialisé avec une attelle pour sa cheville, un truc, une solution qui a fonctionné.
je sais pas par quoi ça peut passer pour Zion. C'est un tout, Mais en fait. ouais, parce que tu fais bien de mentionner effectivement la telle, il y a aussi tout le travail de proprioception Ouais. auquel il se tient toute l'année, quoi. Mm. L'été, pendant la saison, tu vois, tout à l'heure on parlait de ces one-of-one qui doivent trouver la formule qui leur correspond. Bah, je pense que ça a aussi correspondu à ça pour Stephen Curry, le moment où il a vraiment pu cibler, être entouré des bonnes personnes pour l'aider à trouver cette routine. Ouais, Ça passe aussi par l'alimentation, hein. Les mecs bien comme... sûr. parce que là, souvent, en fait, c'est marrant quand on parle d'alimentation, on pense souvent, tu sais, aux joueurs qui sont costauds, aux gros babards, en gros, Ouais, les intérieurs de la raquette ou les ailiers hyper athlétiques. Et en fait, quand tu vois ceux qui ont le plus de longévité, je pense notamment à Steve Nash, je pense à des mecs comme Ray Allen, qui au bout d'un moment ont compris que de toute façon, pour pouvoir continuer à être performants dans leur style de jeu, qui était plutôt, ouais. bah, eux, dans l'évitement, enfin l'élégance, la grâce, le toucher et tout, bah, ça passe aussi par une rigueur dans l'alimentation, par un travail sur le physique permanent quasiment, et ça demande effectivement, ça demande un peu de maturité. Ces joueurs-là aussi ont eu le luxe de pouvoir se poser ces questions-là sur la fin de carrière, à un moment où tu as déjà suffisamment de maturité, justement, je pense, et de rigueur pour pouvoir te tenir à des programmes comme ça. Un mec comme Zion, on le savait depuis le début, en fait, il est tellement athlétique, il est tellement lourd, que il faut que cette prise de conscience, il l'ait maintenant. Alors, dans ce qu'il dit, ça a l'air d'être le cas. Il racontait récemment vouloir s'inspirer de LeBron James dans sa préparation, dans le fait d'avoir compris qu'il fallait qu'il investisse là-dedans, en fait, investir son temps Ouais. et aussi de l'argent, hein. LeBron, c'était quoi? Combien il disait? Un Un million de dollars million, par, un un million de million dollars par par an an quasiment. pour son corps, ouais, sur tout ce qui avait trait à la préparation, j'imagine à l'alimentation, à la récupération, il y a ouais, 1 million de dollars. Ouais, bah c'est un investissement payant, hein, quand tu fais une carrière comme celle de LeBron. Et quand tu vois aussi l'argent qu'a déjà généré Zion Williamson, l'argent qu'il peut encore générer, je pense que c'est un investissement qui sera payant. Ouais, Et juste pour finir ça, et puis après je te relaisse la parole, parce que c'est vrai que ce qui avait été intéressant, c'était aussi de voir, après sa première grosse blessure en NBA, quand même, des gens de l'intérieur qui disaient que bah, mentalement, c'était dur pour lui en fait de ne pas pouvoir jouer, que finalement, durant toute sa jeune carrière, il n'avait jamais été vraiment blessé, ouais, et sauf qu'il il y a découvrait... juste à la toute fin avec Duke où il s'était Voilà, fait le ménisque, mais bon, sinon, oui, globalement, tu as raison, il a enchaîné. et qu'il avait tout le temps joué en fait, et qu'il découvrait ce que c'était que d'être sur le côté Ouais, et de pas pouvoir jouer. Et puis, bah, gabarit comme le sien, qualité comme les siennes, bah, on imagine que d'ordinaire, hein, quand il peut pratiquer son sport, bah, tout ce qui est brûler les graisses ou du moins les calories, c'est pas un problème. Puis là, tu te retrouves dans une situation un peu inédite, à devoir gérer ça, l'aspect mental. On sait aussi que voilà, sur toutes ces choses-là, l'alimentation, le fait de bien se sentir ou pas, on sait tous les dérèglements que ça peut potentiellement occasionner. ouais. Donc il y a aussi, voilà, si tu veux regarder le verre du côté à moitié plein du côté des Pelicans, tu peux dire, bon, bah voilà, tous ces problèmes viennent du fait qu'il a été blessé. Et simplement, s'il se remet en forme, il va y avoir un cercle vertueux qui va s'enchaîner parce qu'il va bien se préparer, se tenir à son régime, etc. Et derrière, il n'y a pas de raison finalement qu'il se blesse plus que ça. Ça, c'est le scénario un petit peu positif du côté des Pelicans. Et si tu regardes du côté du verre à moitié vide, tu dis, ouais, mais non, c'est parce qu'il est fragile que du coup, il va se blesser, que du coup, il va pas pouvoir se tenir à un régime, etc. J'ai l'impression que c'est un peu le nœud du problème là pour Zion. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ce que disait. Parce que Glenn Davis est un peu revenu sur le devant de la scène. Je sais pas, il y a quel event c'était. Il y avait aussi. Il y avait Kevin Garnett et tout. C'est le jour où Glenn Davis a parlé de Wembanyama en disant que, en gros, il lui aurait mis des coups de physique et qu'il aurait pas tenu. Enfin bref, c'était assez marrant. Mais il a aussi parlé de Zion en fait. Il avait dit que le fait que Zion soit drafté par New Orleans, c'est le pire coup de poisse possible pour un mec qui a des problèmes au niveau alimentaire, qui est trop gourmand en gros, parce que là-bas, t'as en ville, t'as tout que des restos. Alors la nourriture cajun, si vous connaissez pas, je vous recommande, hein, c'est sacrément bon, mais si vous avez des problèmes de poids, c'est pas fou. Il avait dit, il devrait l'envoyer dans une ville où il a comme Détroit ou Cleveland, où ils sont infoutus de faire à bouffer correctement et affamez-le un petit peu et vous allez voir, ça va devenir une superstar. Enfin, mais oui, je suis d'accord qu'il y a ça, ça fait forcément un peu partie du truc parce que enfin, personne lui demande, je pense, d'arriver ultra skinny et, euh, et taillé comme LeBron. Enfin, c'est vraiment juste un. C'est pour ça que dans son contrat, ils lui ont fait signer un truc avec une masse graisseuse à pas dépasser, tu vois. Ils lui ont pas dit, il faut que tu sois vraiment, vraiment fin, mais ça passe par plein d'adaptations. Il y a ça, le côté alimentaire, le côté, ouais, la proprioception, travailler dessus. Je pense que là, ils cherchent aussi les bonnes personnes
avec lesquels il veut poursuivre sa carrière, parce que visiblement, il a connu des déconvenues avec certaines personnes, il l'a dit. C'est peut-être toujours comme ça, hein, des jeunes athlètes qui ont de l'argent, peut-être des vieilles connaissances. On voit Ja Morant, il a du mal Ouais. avec ça aussi. Hein, Quand ton cousin te dit ouais, je vais être ton chef personnel et voilà. que ton oncle dit non, je vais m'occuper de ta préparation physique, t'inquiète, Voilà. j'ai déjà fait ça. C'est Bah, toujours. tu vois, alors je sais pas dans quelle proportion c'est avec Zion. Jusque-là, il était quand même surtout conseillé par son beau-père et sa mère, mais il y a forcément eu des choses. La manière dont ce qu'il a dit lors de son passage chez Gilbert Arenas, il a dit qu'il avait pris du recul et qu'il s'était demandé vraiment quelle personne lui avait vraiment apporté depuis le début de sa carrière. Je pense qu'il a dû se rendre compte qu'il y avait des gens peut-être un peu toxiques autour de lui. Ou on aura peut-être le détail plus tard, je l'espère, quand il faudra revenir sur ce qui a déclenché le retour de Zion au premier plan et sur le fait que ce soit devenu le joueur qu'il devait devenir. Parce que je leur dis, mais la NBA a besoin de Zion. Et même les fans américains, quelque part, parce que c'est peut-être pas un sujet qui paraît très proche à tout le monde, mais les Américains, ils ont du mal à trouver alors, ils ont plus de MVP en saison régulière depuis James Harden en 2018. Enfin, c'est évident, il y a une internationalisation entre les Giannis, Jokic, Doncic, Wembanyama qui est censé incarner l'avenir. Ils ont aussi besoin de talent américain et Zion, c'était un talent américain bien de chez eux, de Caroline du Sud. Mine de rien, même la NBA a besoin de ça parce que les gens s'identifiaient plus à un Zion. Les gens au pays s'identifiaient plus à un Zion qu'un Doncic. C'est des histoires inspirantes, surtout vu de notre prisme, parce que c'est des Européens, c'est un petit Français, mais ils ont besoin aussi qu'il y ait un Zion qui marche. Ouais, et puis le joueur est tellement incroyable et électrique quand il Ah est oui. sur le terrain. Parce qu'en fait, là, on parle déjà du niveau qu'il a actuellement, au bout de 4 saisons, mais on en oublie presque la marge de progression. Et en Ah fait, oui. là, sans vouloir partir dans des délires un petit peu, tu vois, j'aurais imaginé une progression exponentielle. Il y a des secteurs très, très simples sur lesquels je pense il peut vraiment énormément progresser et que ça peut le rendre encore plus injouable. Pour moi, c'est le rebond. Parce que Ouais. vu ses qualités athlétiques, son physique, je pense qu'il est vraiment au rebond. Il a la capacité, s'il le désire, pour vraiment passer un cap là-dessus. Et c'est défensif. Alors défensivement, bien sûr, on sait que c'est pas pour l'instant encore comment dire, sa carte maîtresse. Mais je pense pas forcément à défensivement dans le sens tenir son joueur, mais dans les aides défensives. Parce que là, Mm. c'est pareil, il a une telle vivacité, une telle détente, il est tellement tanké que je vais pas dire qu'il pourrait être un rim protecteur, tu sais, parce que quand on parle de rim protecteur, on parle Rudy Gobert, des joueurs de ce type-là. Je pense pas forcément à ça, mais je pense que dans l'activité, la vivacité, il devrait pouvoir rapidement être un excellent défenseur dans les aides. Et là, là, ça commence vraiment à être compliqué parce que tu te dis, c'est déjà un joueur offensivement qui est injouable. S'il passe encore un cap au rebond et dans le secteur dans lequel je parlais, tu dis, défensivement, maintenant, il apporte aussi, c'est vraiment un plus. C'est pas Ouais. simplement, tu vois, un joueur qui est dans la norme, il apporte aussi un plus en défense. Le potentiel est fou. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on l'a tellement peu vu sur le terrain, au bout du compte, parce que je le redis encore, 114 matchs disputés, 194 ratés, ça fait plus d'une saison complète loupé, d'une saison régulière complète. On en oublie en fait un petit peu ce qu'il apporte quand il est sur le terrain et ce qu'il pourrait apporter. Je repense j'avais entendu un podcast, je vous en avais parlé à Antoine et à toi. C'était un podcast de Bill Simmons, en fait, fan des Celtics, et qui se posait la question de savoir si. Alors, il n'y avait aucune rumeur qui était liée à ça, hein, c'est simplement l'exercice, c'est un exercice purement, comment dire, théorique, de savoir si Boston proposait Jalen Brown contre Zion Williamson. Est-ce que lui, en tant que fan des Celtics, il aurait été prêt à accepter le deal, quoi. Ouais. Et j'étais un peu surpris de l'entendre dire que non, lui, il n'aurait pas pris le deal. Alors bien sûr, c'est lié au problème de santé de Zion en partie, mais tu dis, attends... Pourtant, il aime bien Zion, hein. Et il dit que il est c'est bien Zion. au niveau spectacle, il adore. Je me souviens toute la période où Zion justement a été apte à jouer à niveau All-Star et tout. Il était dithyrambique sur ses capacités, mais bon, il aime pas aussi les joueurs qui tiennent pas la route, qui n'arrivent pas à enchaîner les matchs. Donc je pense que c'est aussi ça qu'a joué. Ouais, c'est clair. Et moi, j'adore Jalen Brown, hein, par ailleurs. Je Mm. le précise, mais je me dis, non, tu mets Jason Tatum avec Zion Williamson, comment tu défends sur ça, clair. en fait? Pour moi, ça répondait tout de suite au plus gros problème, à l'un des principaux problèmes de Boston, qui est que leurs deux meilleurs joueurs, tu peux pas vraiment leur faire jouer du jeu à deux, parce qu'en fait, comme toutes les défenses changent,
bah, de toute façon, les 2 meilleurs défenseurs extérieurs sont déjà sur eux et vont changer. Et tu vas te retrouver toujours avec un des meilleurs. Tu sais, ça change pas grand-chose Ouais. en fait. Tu peux pas les faire jouer de pick and roll ensemble. Là, tu mets pick and roll Zion avec Jason Tatum, mais tu te retrouves avec un tas de problèmes en défense. Tu sais pas par quel bout prendre le problème. Bref, je mentionne tout ça pour dire. À force, même des gens, tu as raison de le dire, comme Bill Simmons, qui aime beaucoup Zion, hein, qui suit vraiment la NBA de très près. C'est pas un casual, comme disent les Américains maintenant. Mais on en oublie un petit peu voilà, le potentiel. Et en même temps, bah, je comprends ce que tu dis. Si c'est un mec, si cette saison, il joue encore que 29 matchs, ce que tu disais tout à l'heure, Chat, il y a un moment, combien de temps tu vas repartir en disant on espère qu'il va jouer au moins la moitié de la saison. C'est pas comme ça que tu peux espérer gagner des titres. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression sur ces dernières interventions qu'il y avait eu un changement. Après, c'est peut-être utopique, hein, je suis peut-être trop optimiste, mais ce qu'il a dit, la manière dont il l'a dit, et je juge pas du tout la forme physique qu'il a eu l'air d'avoir, parce que sur les photos, les vidéos, par rapport à ce qu'il porte, enfin, ça veut rien dire, tu vois. Je l'ai senti, je sais pas, ouais, je l'ai senti prêt, je l'ai senti déterminé à bien revenir, pas trop, pas trop dans le doute. Le fait qu'il tu vois, il a vu l'émission de Gilbert Arenas, c'est un traquenard l'émission de Gilbert Arenas, hein. C'est-à-dire que quels que soient les C'est tout le invités temps un autour de lui, traquenard en fait. Quelles que soient les c'est tout le situations, temps. si t'as Gilbert Arenas, sort de la pièce, il n'y a rien de bon qui peut en résulter. C'est ça, il te fait dire tes plus sombres secrets, c'est sûr. Et premier truc, il arrive et il lui pose la question, tu vois. Il lui parle du régime. Est-ce que c'est dur de faire un régime? En gros, on sait que tu es en train d'essayer d'en faire un. Zayn, il aurait pu dire, ah merci les gars, à la prochaine, bonne Summer League et tout. Et il est venu, il s'est posé, il s'est assis et il leur a dit, parce que tu mentionnais tout à l'heure, quand tu as beaucoup d'argent, tu es jeune, tu as en gros les tentations alimentaires. C'est compliqué, mais j'ai ciblé le fait que je préférais, plutôt que de perdre d'un coup, comme les gens, ils ont envie de voir un mec qui arrive avec un moins 20 kilos. Enfin, sauf que c'est pas ça, on le sait, c'est pas la solution. Que tu sois un athlète ou une personne lambda, perdre tout d'un coup, c'est le meilleur moyen en général pour reprendre et après avoir du mal à te stabiliser. Et lui, il vise ça justement. Il veut, perdre peut-être petit à petit, arriver à une forme. Un peu comme ce que fait Doncic, j'ai l'impression, tu sais. Doncic, il arrive toujours t'as l'impression qu'il est un peu empoté. Et petit à petit, dans la saison, il se met en condition en jouant les matchs. Alors, je ne sais pas non plus si c'est la meilleure solution, mais lui a l'air de viser une certaine stabilité et pas 20 kilos d'un coup, puis après, il se blesse, donc il reprend 20 kilos. Enfin, voilà. Après, Après, ouais. il y a plein de nutritionnistes différents qui vont te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, il vaut mieux perdre graduellement que 20 kilos d'un coup. Ça, c'est sûr. Après, la méthode Doncic, c'est un peu comme la méthode Shaquille O'Neal, quoi. C'est pas, moi, je la recommande pas, hein. C'est Ouais, te servir de la saison régulière pour te mettre en forme pour les playoffs. Ça vraiment, c'est ouais. limite. Par contre, tu as raison quand tu parles de régime, parce qu'en fait, les joueurs dont je parlais tout à l'heure, Steve Nash ou Ray Allen, en fait, pour eux, c'est pas des régimes, c'est des modes de vie, quoi. Et allez jeter un œil à l'Instagram de Ray Allen. Le mec, il a pas pris C'est clair. 1 gramme de graisse depuis qu'il a pris sa retraite. Tu dis, mais lui, il peut signer en février avec n'importe quelle équipe, quoi. Il est toujours aussi en forme, affûté. Mais ça, c'est dur. Quand tu as 22 ans, je comprends. C'est dur de te dire bah, j'aime bouffer, mais non, c'est ça, mon mode de vie, c'est ça maintenant. Et en même temps, le très haut niveau, c'est par là que ça passe. Ouais. C'est ça aussi, hein. Tu sais, j'aime pas le terme de sacrifice qui est utilisé un petit peu à tort et à travers. Ouais. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, personne t'oblige à signer pour des centaines de millions de dollars, hein. Tu peux aussi manger autant que tu veux, rester avec ta famille. Et puis, je trouve que le terme est un peu dévoyé. C'est pas pour dire que c'est pas des efforts énormes, mais je trouve que le terme sacrifice est un peu dur. C'est pas ça vraiment un sacrifice. Mais par contre, voilà, tu peux pas tout avoir. En fait, À son peut-être que échelle, ouais, voilà, peut-être que si t'es Michael Jordan, tu peux donner l'impression que t'as pu tout avoir, sortir, faire la fête, picoler, manger et être parmi les GOAT. Le GOAT pour beaucoup, les GOAT pour d'autres. Mais ça, il y en a combien des gars dont ils peuvent, enfin, dont tu peux dire ça, tu vois, il y a peut-être Jordan, peut-être Will Chamberlain, et puis et les autres, non, c'est pas comme ça que ça se passe. après, chacun a ses propres sacrifices, même si je suis d'accord avec toi, le terme est parfois. On parle pas de gens qui font des vrais sacrifices, mais à son échelle, si c'est quelqu'un qui a en plus un problème d'ordre qui est quasiment une pathologie avec la nourriture, c'est un effort qui peut paraître surhumain. Enfin, ça peut être ça. Il y en a d'autres, ça va être d'arrêter la cigarette, l'alcool. Enfin, c'est sûr qu'à côté d'autres sacrifices plus concrets, ça paraît ridicule, mais là pour Zion, je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile. On ne sait pas. Il a toujours été, il a toujours eu ce physique et cette bouille un peu. Enfin, ça remonte pas à son arrivée à Duke ou à la fin du lycée. Il a toujours eu ce souci-là. Donc,
Euh, Moi, je pense, enfin, c'est ce que lui dit Barclay de façon souvent un peu brute de décoffrage, mais il lui dit moi, j'étais fat, hein, j'étais gros, je suis arrivé en NBA. Il y a des histoires sur Barclay qui mange des McDo pendant que en étant sur son vélo, tout en demandant aux autres d'en faire 3 fois plus. Bah, à partir du moment où il a rencontré Moses Malone qui lui a dit tu vas maigrir tout de suite ou je m'arrange pour que tu dégages de la ligue, bah, il a fait le strict minimum et c'est devenu Charles Barkley, quoi. Donc peut-être que Zion a besoin aussi à un moment de rencontrer la personne, le type de staff, le coach, le président. C'est pas contre les Pelicans, hein. Willie Green, je pense que c'est un bon coach. David Griffin, c'est un bon GM, hein. Il a montré, il a réussi à faire des choses. Mais parfois, voilà, on verra s'il peut le faire aux Pelicans ou s'il a besoin d'un changement de décor. Alors, je pensais à Miami, c'est peut-être un peu, la transition est peut-être un peu violente, tu vois, mais pour les gens qui arrivent à faire en sorte que les joueurs soient à 100% de leurs conditions physiques. Mais voilà, il a peut-être besoin d'une rencontre, d'un déclic. J'espère que cette année, ce sera le cas. Ouais, ce qui était bon pour l'anecdote dont tu parles de Barclay avec Moses Malone, c'est qu'ils habitaient dans le même bâtiment, en fait. Ils habitaient dans le même complexe d'appartements. Ouais. Donc, je pense que Moses Malone pouvait jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir si le livreur allait chez Barclay et descendre mettre un coup de pression. Aller voir un peu à quoi ressemblait Moses Malone. Je pense qu'un coup de pression de Moses Malone, c'est Ouais. pas tout à fait le même genre de chose que quand c'est Larry Nance qui vient de taper à la porte, même si jamais Larry Nance, tu vois, mais c'est pas... C'est clair. Ça te fait pas réfléchir aux mêmes choses de la même manière, quoi. Ceci dit, je parle de Larry Nance une dernière fois peut-être, dans ce qu'il racontait toujours, il disait que Zach Lowe lui demandait voilà, s'il y avait des vétérans, parce que ces dernières années, on parle beaucoup de, enfin surtout après ce qui s'est passé aux Grizzlies cette année, du manque de vétérans dans certaines équipes, et donc Zach Lowe demandait s'il y avait des vétérans qui pouvaient parler qui pouvaient parler avec Zion. Larry Nance disait qu'il y en avait au moins 2, lui-même et CJ McCollum. Ouais. Donc c'est déjà bien aussi s'il y a déjà voilà aussi ce discours-là, quand il vient des coachs, du staff, c'est un peu comme quand t'es un gamin, tu vois, quand tes parents et tes oncles ils disent ouais, faut pas faire ça, tu dis ouais, bon, ok, c'est les parents, mais quand c'est ton grand cousin qui vient t'asseoir dans un coin et qui dit non, écoute, ça, faut pas que tu le fasses, tu l'entends peut-être pas tout à fait de la même manière. Clair. C'est un peu, voilà, c'est un peu la deuxième lame, peut-être parfois un premier point d'entrée pour que les choses vraiment restent dans la tête et que ça rentre pas par une oreille avant de sortir par l'autre. Ouais. Bon. De toute façon, je pense que tout le monde est d'accord. En fait, c'est ce qu'on veut, on veut voir Zion sur le terrain, on veut le voir jouer. Il y en a marre de ses blessures. On veut voir jusqu'où il peut pousser sa barque, parce que c'est effectivement, on parlait tout à l'heure des Greg Oden, des Penny Hardaway et autres. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres, mais c'est tellement frustrant en fait quand tu vois des joueurs bourrés de talent, pétris de talent, qui pourraient faire des grandes choses et que tu dis ouais, mais c'est toujours des what if à non plus finir. J'espère que cette année, en tout cas, il y aura un vrai élément de réponse aussi pour les Pélicans finalement qu'eux aussi puissent savoir à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on change? Moi, je vais faire une bold prediction à la Antoine Pimel pour lui rendre hommage en son absence. Vous savez qu'Antoine aime bien dire en 2026, en octobre, le 24, il va se passer ça, ça, ça. Moi, je pense et j'espère, et je vous le dis, je pense qu'en 2023-2024, Zion va revenir à un niveau plus qu'acceptable. Je pense qu'il va faire 70 matchs, je pense qu'il sera All-Star et je pense que les Pelicans seront des sérieux candidats à la finale de conférence à l'Ouest. Voilà, ce que je disais en début de saison dernière et qui j'espère va se réaliser là. Et donc c'est pas que grâce à Zion, hein. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'ensemble du groupe est bien fichu et je pense qu'on va commencer à revoir le vrai visage de Zion cette saison. Eh ben écoute, moi je suis prêt à co-signer presque tout sauf les 70 matchs. Moi, Ouais. si c'est le cas, tant mieux. Mais bon, tout le reste, en tout cas, j'y crois, je suis prêt à y croire. Les 70 matchs, ça serait vraiment une belle histoire ça pouvait se passer comme ça. Allez, je pense qu'on va refermer là la page pour le podcast. On vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode du CQFR, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Pendant tout l'été, on va vraiment faire ce qu'il faut pour continuer au maximum le rythme. On fera peut-être un petit break à un moment, mais on vous préviendra dans tous les cas. En attendant, voilà, vous savez où nous trouver. Vous savez aussi que le MOOC spécial Boston est toujours disponible. N'hésitez pas à aller le commander dès maintenant sur Basket Session si vous ne l'avez pas encore, ou à vous réabonner si vous n'êtes plus abonné. Merci encore une fois pour tous vos retours sur ce MOOC et sur les différents numéros. N'hésitez pas, on lit chacun des messages que vous nous envoyez, on essaie de répondre à la plupart d'entre eux. Merci de nous suivre encore une fois et puis nous on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.